Baisé, brûlé, ouais brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Piment est brûlé, ouais, ouais brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Baisé, brûlé, ouais, ouais brûlé, ouais brûlé, baisé, brûlé. Majange we, majange we. Piment est brûlé, brûlé, traman est brûlé, brûlé, nous viens brûlé, brûlé, téné brûlé. Matiti, matiata, kriko, krako, camarades. Très heureux d'être une fois de plus avec vous. Autorité Bokito. Zoko. Maman Dibo Dogué, moi c'est ma grande sœur chérie. Autorité Didier Kwame, mon doyen. Lakboye Marie-Rose, Yome Sobo, Yome Ngren. Éternel, attaque Alassane Draman Ouattara qui attaque la Côte d'Ivoire.
combat Ève Louvian Ouattara qui combat la Côte d'Ivoire. En terre, Téné Birima Ouattara qui veut prendre la Côte d'Ivoire. Camarades, c'est avec beaucoup de joie que je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Mais ma joie se limite à notre fratrie. Ma joie se limite à notre combat. Mais, outre cela, comme vous, je ne suis pas joyeux. Je ne suis pas joyeux parce que mon pays, mon peuple, l'héritage de mes enfants est à cause des armes à la merci de terroristes dont Alassane Dramane Ouattara est la préface. Camarades, j'ai, comme vous, reçu une vidéo sur la toile qui devrait indigner d'abord tout Ivoirien en particulier et ensuite tout Africain. Parce que les vidéos, c'est comme ça qu'on les partage. Comme la vidéo de la jeune Ivoirienne qui a filmé à distance un feu qui sortait du sol sur l'autoroute du Nord. Et vous m'avez fait une vidéo très tôt. Très tôt pour expliquer aux Ivoiriens que mais la zone où la fille dit que le feu brûle, la zone où les gens partagent les vidéos relais pour dire le feu brûle, c'est une zone qui détient des pipelines. C'est une zone où des pipelines passent. Des aléoducs qui conduisent des produits inflammables. Du gasoil, de l'essence, du pétrole, du gaz. En tout cas, des produits inflammables dérivés du goudron. Camarades, à cette vidéo, cette jeune dame présentait des ressources naturelles de Côte d'Ivoire qui devaient être soit applaudies, soit mystifiées, ou qui devaient peut-être être à la quitte du terrorisme de Dramane Ouattara. Et Dieu merci, il y a des gens comme nous qui avons eu cette vidéo et qui avons analysé pour dire, mais là-bas, là, si ça brûle, c'est que c'est Ouattara qui a pris Ève Louvian Ouattara la nuit avec son fils Téné. Ils sont allés casser les pipelines du président Laurent Gbagbo. Dieu merci, après notre vidéo, nous avons eu des informations claires. Puisqu'ils se sont caporalisés, ils se sont arrachés la RTI. La RTI qui reçoit de l'argent de chaque foyer ivoirien. Même si tu es dans une bicoque, que tu as mis une antenne, tu payes RTI. Même si tu es dans entrée couchée, qu'il y a un compteur qui rentre chez toi, tu payes RTI. Mais le terroriste Alassane Dramane Ouattara a remplacé la TCI que Ève Louvian Ouattara, avec ses amis francs-maçons et la communauté internationale, a mis à sa disposition à la guise du RDR. Sinon, comment comprendre que n'eût été les réactions des gens sur Internet, n'eût été nos analyses, n'eût été le tollé de la toile, aucun Ivoirien n'aurait su qu'une citerne était tombée et aurait tué des gens. Je dis aurait parce que, comme Ouattara même l'a dit, une fois au pouvoir, on peut faire de la manipulation. Quand cette vidéo est arrivée, où la jeune fille de loin disait que du jamais vu en Côte d'Ivoire, du pétrole qui brûle sur l'autoroute du Nord, et patati et patata, relayé plus de millions de fois. Et nos parents qui s'inquiétaient, qui nous appellent, nous, qui pouvons apporter la voix, nous ont contactés. Et puis on a dit, mais si là-bas, là, nous on a fait l'école primaire en Côte d'Ivoire. On a fait
le secondaire en Côte d'Ivoire. On a fait le lycée en Côte d'Ivoire. On a fait l'université en Côte d'Ivoire. On a travaillé en Côte d'Ivoire. Quand nous partions à l'école, on nous parlait des, je sais pas, des lacs Taï ou bien lac de quoi, lac Taï, lac, comment on appelle, quand tu quittes l'école, c'est pas bon, hein. C'est quoi là? Lac Taï, lac de Lamé, bon bref. La Côte d'Ivoire tire ses ressources de ces zones halieutiques là, où il y a l'eau. Par exemple, notre pétrole que la CIE utilise, tout ça sont dans les zones marécageuses où il y a de l'eau. Mais comment ça se fait que on nous prend une vidéo où il y a flamme qui sort de la terre? C'est Ouattara qui a pris Eve Nouvian Ouattara avec Tenem Ouattara. Ils sont allés percer les aléoducs du président Laurent Gbagbo qui faisaient transporter les produits de la CIE jusqu'à Niamsokro, à Bouaké, et qui vendaient aussi au Mali et au Burkina. Pourquoi? Parce que le fils du pays, du Faso, Traoré, a mis le cul de Draman Ouattara dehors. Après notre vidéo, nous avons reçu de la part du RDR qui nous suit. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Que non, Papa Nicolo, la fille a menti, hein. Ce n'est pas pétrole qui sort du sol, c'est une citerne qui a coulé. J'ai dit, ah bon, il dit, envoyé, ils m'ont envoyé. Donc, je veux déjà rectifier l'information. Ce n'est pas pétrole qui sort du sol. C'est une citerne qui a brûlé. Mais comme la RTI, où les Ivoiriens paient des redevances, n'appartient plus aux Ivoiriens, ils n'ont pas daigné vous informer. Donc, je vous donne encore l'information de façon améliorée. Comme je l'avais déjà dit tantôt, nos analyses ne sont pas scientifiques, mais elles nous rapprochent de la vérité. Dieu merci, grâce à nous, grâce à vous, grâce à nous, grâce à vous, la Côte d'Ivoire fonctionne avec Internet comme maître de cœur. Donc, voilà, je vais vous montrer. Donc, camarades, ce que vous avez vu à GESCO, là, c'est pas GESCO, autour du Nord, là, il paraît que c'est citerne. Je ne confirme pas. Les gens m'envoient des vidéos, mais on ne sait jamais. Voilà, voilà ça ici. Il paraît que c'est citerne qui a brûlé. Voilà ça ici. Donc, ça c'était la première information que je voulais vous donner. Deuxième information, comme je le disais tantôt, autorité. Oh, Ilo, à la fin, dans des même mal là, en bas ça mami brûle la fin, il est autorité là ça mami brûle, déjà pas. Et oui, ma bête que nous fait, et c'est les ninem, mais il c'est le fait, et c'est on ça que fait ninem. Bref, camarades, j'ai reçu une vidéo comme la plupart des Ivoiriens, des Africains, où un blanc et ses autres camarades blancs, sans aucun Ivoirien présent, disaient que la Côte d'Ivoire était à eux. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Regardez cette vidéo-là. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait
se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de GEOS et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ce sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque j'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'était aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure
qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité. La vidéo que je vais faire sera un peu longue. Mais je ne vous demande pas de partager ma vidéo. Mais je vous demande d'inviter les jeunes. Parce que je sais que les doyens comme nous, là, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Mais moi, ma cible, aujourd'hui, quand je fais des vidéos, c'est les jeunes, les nouveaux majeurs, nos enfants, là, nos petits frères. Voilà. Parce que, pour ceux qui n'ont pas été en âge de réfléchir en 2000, 2002, 2004, 2005, jusqu'à 2011, ce genre de vidéo peut pleurer leur peau, et puis ça ne va rien faire. Mais nous, qui avons été là en 99, 2000, 2002, 2004, qui avons suivi tout le processus jusqu'à 2011, une vidéo comme ça ne peut pas passer inaperçue. Cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont envoyé la vidéo, mais au début, je ne regardais pas. Et c'est à cause de notre manifestation à Trocadéro le samedi. J'étais en train de nettoyer mes vidéos pour trouver une page pour repartager la manifestation du Trocadéro, dans laquelle je vous invite d'ailleurs, qui a fait que j'ai vu cette vidéo. J'ai pris la peine de l'écouter. Je l'ai écouté, moi principalement, je n'étais pas surpris. Rien ne m'a surpris, rien ne m'a choqué. Parce qu'ils nous ont déjà choqué plus que ça. Rien ne m'a choqué. Mais là où mon intelligence a un peu tiqué, c'est de dire, mais est-ce que ce monsieur-là sait qu'il est filmé? C'est là où j'ai tiqué. J'ai dit, mais attends. Est-ce que le monsieur qui parle, est-ce qu'il sait qu'il est filmé? Parce que quand je vois dans la salle, c'est un groupuscule de personnes. Hein, et ceux qui sont là, le monsieur, c'est un corps habillé français. Et c'est lui qui dit haut et fort, en privé, à une réunion à huis clos. Et
cette vidéo est passée à LCP. C'est une chaîne française. Regardez, je vais vous montrer. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer le logo de LCP. C'est une chaîne française, officielle. C'est pas une réunion comme le RDL le fait, où les gens vont... Et puis on le fait. C'est une chaîne française, LCP. Je vais vous montrer le logo. Alors, je cherche parce que je l'avais effacé autant pour moi. Voilà. Regardez ici. Regardez bien cette vidéo-là. Regardez ici. Regardez. LCP. Regardez. Vous voyez? Voilà. Voilà. Bon, regardez cette... Regardez. LCP. Voilà, ici c'est bon. Regardez ça. C'est pas pour dire que c'est des images différentes. Regardez. Vous voyez, non, LCP. Regardez. Et puis écoutez. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans... Voilà. Donc, ce qui a attiré mon attention, c'est... Est-ce que le monsieur sait qu'il est filmé? Sinon, ce qu'il disait, ce genre de mots-là, moi, ça ne me choque plus. Vous savez, vous n'avez pas idée de ce que les Français ont fait dans d'autres pays avant nous. Vous n'avez pas idée. Donc moi, je ne suis pas choqué. Mais, je dis, mais est-ce qu'il sait qu'on l'écoute? Mais quand j'ai vu LCP, qui est une chaîne française, je dis, mais c'est officiel alors. Et c'est là que j'ai vu le racisme. Parce qu'en temps normal, quand nous, on veut critiquer notre papa là, on se cache. Quand on veut critiquer nos go, on se cache. Quand on veut critiquer nos gars, on se cache. Quand on veut critiquer quelqu'un sur qui on compte pour vivre, on se cache. Mais lui, officiellement, il dit ce qu'il a envie de dire. On va faire ceci, on va prendre Port-Bouët. Ah, donc c'est à cause de ça, vous êtes en train de chasser les... Vous avez enlevé abattoir de Port-Bouët là, alors. Oui. Plus l'abattoir de Port-Bouët, ils ont rénové à des milliards. Mais comment, quelle est la logique de réhabiliter un espace à des milliards et de casser ses propres milliards? Il y a un problème. Mais je ne suis pas surpris parce que j'ai toujours dit aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a été empalotée, a été prise en otage pour Ouattara. Mais il y a une autre chose qui m'intrigue, c'est ce que Anne Brest dit. Il dit, on pourrait se faire demander.
Il dit, on pourrait se faire demander. On pourrait se faire demander, ça veut dire, Chogou, mon type. Il dit, on pourrait se faire demander. Port-Boué. On pourrait se faire demander. Ça veut dire quoi? Monsieur, viens répéter pour que les Ivoiriens entendent. Peut-être s'ils sont choqués, ils vont comprendre la vidéo que j'ai intitulée Volontaire pour que Gbagbo finisse le job. Mon ami vient parler. On pourrait se faire demander Port-Boué. Ah bon? Port-Boué appartient à qui? Et on sait qui pourrait se faire demander. Demander chez qui? Ah, Port-Boué est un objet. On pourrait se faire demander. On pourrait se faire représenter par la voix de quelqu'un pour demander pour nous. C'est ce que ça veut dire. Regardez. Écoutez, hein. Parle. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations. Voilà. On pourrait se faire demander. En fait, vous savez, la différence entre moi et les autres, c'est que moi, je fais attention à tout ce qui est virgule, tout ce qui est point, tout ce qui est point d'exclamation, tout ce qui est entre guillemets. On pourrait se faire demander. On pourrait se... Ça veut dire quoi? On, c'est qui? Pourrait se faire demander. Ça veut dire quoi? On peut, à travers la voix de quelqu'un, prendre ça. On peut, sous maquillage de quelques alibis que ce soit, prendre ça. On peut se camoufler derrière quelque chose pour que ça nous revienne. C'est ça qu'on pourrait se faire demander. On pourrait se faire demander. C'est qu'en français, ça va compliquer comme ça. Donc, Ouattara est un boy. Conclusion de ce que le monsieur dit. Et dans la vidéo de 6 minutes que je vous ai montré tout à l'heure, avant celle-là, il disait que le port d'Abidjan, là, c'est eux qui contrôlent les entrées et les sorties. Le même monsieur, il dit le port. La vidéo est longue, hein? Le port d'Abidjan, à in et à out, c'est eux qui contrôlent. Les taxes, c'est eux qui contrôlent le port d'Abidjan. Donc Ouattara n'est qu'un fait valoir, est un boy. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi le président Aoufoué a dit à Gbagbo, hélas, tu me ressembles. Aujourd'hui, je vais vous dire, camarades, il y a mon frère Sergei Chogou qui est là, il y a Bokito qui est là, j'ai beaucoup de camarades qui sont là. Nous sommes des volontaires pour que Gbagbo termine le job. Quand aujourd'hui j'entends élection, je suis choqué. Parce que je sais que Draman Ouattara n'a pas d'oreille pour l'élection. Mais après, je dis, mais, et si c'était un Rubicon pour prendre notre liberté? Parce que le président Gbagbo, c'est pas un homme d'armes. Aujourd'hui, l'AES a arraché sa liberté avec les armes. Aujourd'hui, là, c'est factuel, c'est un fait. Il n'y a plus de débat. L'AES, au Burkina, militaire au pouvoir. Au Mali, militaire au pouvoir. Au Niger, militaire au pouvoir. En Guinée, militaire au pouvoir. Mais ils ne sont pas dans l'AES. Eux, ils ont arraché leur liberté avec les armes. Le président Gbagbo, il était assez sergent, mais il n'est plus dans les armes. Lui, c'est un artiste politique. C'est dans la politique du monde entier. Là. Le président Gbagbo est un artiste. Donc son inspiration là est une inspiration divine dans la politique. Donc quand il dit quelque chose aujourd'hui, nous tous on est braqués, on dit oh, mais le vieux il déconne, non, non. Mais des années après, ce qu'il a dit là, ça s'illumine sous nos yeux. C'est ça qui fait que les gens comme Baba Nicolo là, quand Baba Babo dit on va aux élections, je veux compétir, j'ai dit bon, on ne discute plus parce qu'il a toujours raison. Mais pourquoi il veut forcément des élections?
Il n'a qu'à donner un mot d'ordre. Mais quand on réfléchit et le temps passe, et la situation pourrit, et Ouattara est exposé chaque jour que Dieu fait, comme le pharaon a été exposé par Dieu, avec les combien de plaies qu'il a eu là, je comprends pourquoi le président Gbagbo fait perdurer la chose. Parce que c'est un artiste politique. Il sait que c'est au pied du mur on voit le vrai maçon. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas dit contre le président Bédié, contre lui, contre les Ivoiriens? Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait pour arriver aujourd'hui à remettre au pouvoir? Qu'est-ce qu'il n'a pas présenté de sa propre personne, ou de son personnage? Donc, aujourd'hui, au pied du mur, le président Gbagbo fait durer le suspense. Il faut que Dieu déshabille Ouattara jusqu'à son croupillon va sortir. On va mettre nos doigts dans son cuir. Ouattara est un terroriste avec sticker. Donc le président Gbagbo, il observe et puis il prend son temps. Il dit qu'il faut que les Ivoiriens, comme sous le dit, boivent le calice jusqu'à la lie. Ou bien boivent la lie jusqu'au calice. Comment il dit là? J'ai oublié son expression là. Bref. Le président Gbagbo, c'est que s'il siffle, il faut que ça rentre dans l'oseille des gens. Mais à quel moment il va siffler? Il faut que les Ivoiriens arrivent là où, depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sentent concernés à quelque chose, c'est-à-dire les élections. Oh, ces élections-là, on dit il n'est pas candidat. Il dit, moi je suis candidat. C'est eux, ils ne savent pas que pour être candidat là, il faut prendre les armes. Alors qu'ils ont pris les armes pour être candidat. C'est eux, ils ne savent pas que pour être candidat là, ce n'est pas Ouattara qui décide, c'est en France qu'on décide. Et la France prend conseil chez les Rothschild. Les Rothschild prennent conseil chez les francs-maçons. Les francs-maçons prennent conseil chez leur chef. Leur chef prend conseil chez Joe Biden, ainsi de suite. Gbagbo sait. Et puis il dit, hey, vous voulez que je sois votre candidat? Je suis votre candidat. On dit, mais le président Gbagbo, il n'y a pas ton nom. Il dit, moi, Gbagbo, je n'ai pas volé des banques. Moi, Gbagbo, je n'ai pas volé des banques. J'ai nationalisé des banques où les gens se foutaient de nous. Mais il ne peut pas dire, parce qu'ils disent, vous allez aimer. Moi, Gbagbo, mon nom là, je ne veux pas laisser quelqu'un gâter sans me battre. Ça veut dire quoi? Si Gbagbo n'est pas candidat, ça veut dire que les gens salissent son nom. Et si les gens continuent de gâter son nom, ça veut dire qu'il va se battre. Et s'il va se battre, ça veut dire que nous sommes des volontaires. Et moi, je suis un volontaire pour que Gbagbo termine le job. Donc, dans Ouattara, le boy est dans paix. Parce que la sous-région où les gens le connaissaient là, c'est terminé. Parce que la France, sur laquelle il compte directement, sinon indirectement là, est en train de compter sur les élections législatives renouvelées de l'Assemblée nationale terminées. Parce que Joe Biden est en train de battre campagne pour éviter que Donald Trump prenne le pouvoir. Parce que Poutine est en train de récupérer des peuples qui veulent s'émanciper. Donc, Draman est dans paix. Et c'est ça, Gbagbo. Comparons les 7 plaies d'Égypte. Gbagbo est en train de... Il dit, les Blaise vont aller travailler. Dans Picasso, travailler. Laissez-les. Moi, je veux compétir. Je veux compétir. Qui dit mieux? Et ici, il faut les... Parce que Gbagbo n'a pas d'armes. Les dons me le disent. Allez parler. Laissez les gens. Moi, je suis un volontaire. Gbagbo dit, il va fixer les boulons. Mais pourquoi, aujourd'hui, là, Ouattara n'est pas le problème de Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi Ouattara n'est pas le problème? Parce que Gbagbo a battu Ouattara de tous les temps, dans tous les jours. Quand Ouattara Sama était malade, là, Gbagbo a pris sa main pour aller soigner. Mais ça, c'est pas une honte, ça. Honte comme ça, tu as jamais vu? Quelqu'un, tu dis tu as l'argent, tu as des contacts, tu es riche, tu es milliardaire, tu es même malade. C'est le pauvre qui est au village qui le soigne. Le pauvre est plus riche que toi. Gbagbo a battu Ouattara là-bas. Humainement, Gbagbo a battu Ouattara. Dans le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie, les gens confondent la honte de Ouattara d'être burkinabé et son amour pour la Côte d'Ivoire. Les gens font l'amalgame. En fait, quand les Boyrodjan, les venus d'ailleurs, les Ivoiriens par habitude, comme le dit le professeur Niamien Messou que j'ai montré tout à l'heure,
Les Ivoiriens, par l'habitude, ils disent que Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Non. Ils sont intoxiqués, c'est-à-dire ils font l'amalgame entre Ouattara qui a honte des Burkinabés et Ouattara qui aime la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il a juste honte d'être Burkinabé. Et comme dans la sous-région, la Côte d'Ivoire brille et la Côte d'Ivoire est aimée par tout le monde, en fait, de factice, il préfère être appelé Ivoirien pour cacher sa honte d'être Burkinabé. C'est tout. Sinon, Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ouattara a honte simplement d'être Burkinabé. Il ne faut pas faire l'amalgame. Donc aujourd'hui, là, moi, Baba Nicolo, je suis involontaire pour que Babo termine le job. Babo a dit à la CPI, c'est l'armée française qui a fait le job. Mais pourquoi l'armée française a fait le job? La Côte d'Ivoire a une histoire. Et c'est cette histoire que j'ai partagée avec vos camarades. Mais il faut qu'on se trouve à Trocadéro. On va se trouver à Trocadéro, hein, élément. On va dire au FDR que cette guerre-là, non, nous allons la mener. Cette guerre, cette guerre, nous allons la mener. Moi, mon fils, quand il quitte la Côte d'Ivoire, il faut qu'il sache que son repas a un nom quelque part. Nous allons mener cette guerre. Ce n'est pas d'abord hier, quand il portait Grigri, nous on enlevait Grigri là. Hey. C'est même mes vieux m'ont appelé, non, il ne faut pas tout exposer. Grigri là, nous on enlève ça. Ils sont entassés dans la maison, ils sentent mauvais. Les gens, on les met dans conteneur de bœufs. On les cache en bas là-bas. Bœufs là, chissieux. On les déverse, c'est-à-dire à Williamsville. Il y a un vieux qui les recevait là. On les déverse là-bas. Et puis à Trècheville. À Trècheville, quand vous allez vers Grand Moulin là, à gauche là, pour aller vers. Enfin, si les rails sont de l'autre côté, il y a un mur entre les rails et puis les sociétés de transit là. Ils ont planté beaucoup de cocomatiers comme ça. C'est là-bas on les déverse. Avec les gens qui viennent prendre les bœufs là. Ils mettent les gris-gris. C'est eux qui sont les mercenaires de Ouattara. On leur donne des armes parce qu'ils sont quittés dans la gadou. Nous, ça là, on arrache ça. On pissue, et puis on met le feu. Et puis on les braise. Et puis ils sentent mauvais. Nous, on a fait ça. C'est ça qui est quoi? C'est ça, c'est quoi? C'est ça qui est quoi? Mais ça encore, ils avaient base arrière, mais ils n'ont plus base arrière. Cette crise-là, cette guerre-là, moi, je suis prêt. Moi, je suis ton volontaire. Le RDR, nous allons les mater. Odoté, viens parler. Camarade, ce que je dis là, ce n'est pas doux. Je vais faire inviter le doyen Nyamia Miesou. Il va vous parler. Soyez attentifs, soyez concentrés. Et puis on va écouter ensemble. Doyen, viens. Viens parler un peu. Voilà. Dans cette vidéo, vous allez reconnaître un monsieur Herman Aboua. Même Herman Aboua là, c'est le même Herman Aboua là, qui aujourd'hui fait comme ça, comme ça, comme ça. Herman, on arrive. Ouais, viens. Il faut parler. Bon. Voilà. Il y a la rébellion, un réajustement de la politique coloniale de la France. Le peuple ivoirien est alors maintenant qu'on a compris le cheminement, quel est le problème essentiel qui fait que nous sommes en crise? C'est le traitement de la question nationale. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Voyez-vous, quand à partir de 1960, on donne l'impression aux Ivoiriens qui sont indépendants, il faut être président de la République. Mais je rappelle aux Ivoiriens que durant au moins 20 ans, la Côte d'Ivoire était dirigée de façon spéciale. Dans chaque ministère, il y avait un blanc qui était le vrai ministre et des Africains qu'on nommait ministres à l'issue des décrets et qui, eux, géraient les affaires domestiques. Je donne quelques exemples. À l'éducation nationale, c'est Féjas, ministre de l'Éducation nationale. À la recherche scientifique, Anne-Marie Desjoly de Cabanon et Michotte. À la fonction publique, Grégoire. Pour ceux qui ont eu affaire à Grégoire, il est resté jusqu'aux années 80, depuis 1958 jusqu'à 80. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait donc des conseillers techniques qui étaient les vrais ministres. Et puis donc, des ministres qui expédiaient les affaires courantes. Et on a fonctionné comme cela.
Et le centre de décision, c'était Paris. C'est-à-dire que vous avez un président de la République dont le directeur du cabinet est français, son chef de cabinet est français, tous ses conseillers techniques sont français, sa secrétaire particulière, Mme Plazané, est française. Chaque conseil des ministres, on fasse l'ordre du jour à Paris, qui donne son avis sur ce qui doit être dit et sur les questions qui doivent être débattues. Et ça ne suffit pas. La Côte d'Ivoire a un rôle particulier qui lui est assigné, à savoir qu'au moment où nous allons vers les indépendances, on se dit, bon, ben, il y avait un peu tout le monde, il faut régler la question de la nationalité. La Côte d'Ivoire se dit, comme dans les autres pays, il faut donner la possibilité à ceux qui vivaient là, qui étaient fonctionnaires dans le cadre de l'AOF, de choisir s'ils veulent être ivoiriens ou pas. Ça a été fait au terme donc de notre code de nationalité de 1961. On a donné la possibilité à ceux qui étaient là de dire s'ils veulent devenir ivoiriens. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais simplement parce que dans ce pays, que vous soyez ivoirien ou non, vous aviez exactement les mêmes droits, y compris le droit de vote. Je dis bien y compris le droit de vote, alors que théoriquement, cela était réservé aux Ivoiriens. Ce n'est pas par hasard si en 1964, au moment où on adopte le code de la fonction publique, parmi les pièces à fournir pour devenir fonctionnaire, alors qu'on affirme que pour être fonctionnaire, il faut être ivoirien, on omet d'indiquer qu'il faut fournir un certificat de nationalité. Monsieur le ministre, quel était donc le dessein de la France pour la Côte d'Ivoire? J'arrive. Et donc, c'est ce qui explique que dans notre fonction publique et même dans notre armée, à des postes élevés du point de vue de la responsabilité, vous trouvez des non-ivoiriens. Des non-ivoiriens. Touré Sidi a été bien, il a fait l'ENA, il est passé partout, il a été directeur de la caisse de péréquation avant d'être directeur de cabinet du Premier ministre et se retrouver Premier ministre dans son pays, la Guinée. Je rappelle que quand M. Alassane Ouattara a été Premier ministre ici, son directeur de cabinet c'était Touré Sidia et son conseiller technique principal c'était Koupati. Quelques années plus tard, Koupati est devenu ministre des Finances dans son pays, le Togo, et Touré Sidia est devenu Premier ministre dans son pays, la Guinée. Pendant même que M. Ouattara lui-même est le seul individu que je connais qui a travaillé dans la même institution à deux moments différents pour représenter deux États différents. Ça, vous le savez. Il a été vice-gouverneur, puis gouverneur, dans la même institution, la BSTAO, au titre du Burkina Faso, de la Haute-Volta, puis de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a été gérée de façon particulière. La question de la nationalité a été traitée de façon particulière. De sorte qu'au moment où Félix Houphouët tend vers la fin de sa vie, toute la question pour la France est de savoir comment gérer la Côte d'Ivoire en maintenant les paradigmes de gouvernance Houphouët, qui sont de deux ordres dans ces conditions. Premier paradigme, la France peut faire ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire. Deuxième paradigme, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Ce n'est pas par hasard si, lorsque vous parcourez le monde entier, dans tous les aéroports, il n'y a qu'à Abidjan ou à l'aéroport d'Abidjan, on ne fait pas de distinction entre les passeports. Tout le monde fait le même rang. Ce n'est pas un hasard. Et la Côte d'Ivoire a été gérée ainsi. La question de la nationalité a été traitée de façon particulière. Ici, quand vous discutez avec des gens qui sont allés au Sénégal, ils disent « Oh oui, mais les Sénégalais sont xénophobes. Pourquoi? Ben parce que quand un Ivoirien arrive à la BCE, on ne veut pas que sa femme travaille. » Mais c'est les Sénégalais qui respectent la loi. Les accords de Vienne, lorsque vous avez statut diplomatique, votre femme ne travaille pas. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays spécial, tous ceux qui ont statut diplomatique, leur femme peut travailler. C'est pourquoi je vous demandais quel était le dessein de la France pour la Côte d'Ivoire. Pour la France, la Côte d'Ivoire est une de ces sous-préfectures où chacun en arrivant peut dire « je suis ivoirien », point trait. C'est le sens d'ailleurs de la fameuse loi portant double nationalité qu'Houphouët avait introduite à l'Assemblée nationale en 1963 et qui avait été déboutée par les députés de l'époque. Donc voilà, nous sommes en plein. La crise ivoirienne est liée, comme je viens de vous l'expliquer, à deux choses. D'abord, un réajustement des politiques coloniales et deuxièmement, une volonté de la France de revenir au paradigme de gouvernance Houphouët. Voilà les deux raisons qui fondamentalement expliquent
que la Côte d'Ivoire soit en crise aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est en crise. Voilà. De toute la France vient attaquer la Côte d'Ivoire à travers des Ivoiriens. Oui. Donc, on peut comprendre que nous-mêmes, Ivoiriens, nous sommes complices. Mais écoutez, c'est que fonctionne le monde. Lorsqu'une puissance étrangère veut poser un acte de ce type dans un pays, même un pays qu'il domine, il passe toujours par un certain nombre de ressortissants à l'intérieur. C'est ainsi que le monde fonctionne. Il a bien fallu qu'il y ait des rois complices à l'époque pour qu'on prenne des Africains comme esclaves. Il a bien fallu que dans la période où les Africains luttaient pour leur autonomie, qu'on utilise des Africains pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils veulent demeurer dans la communauté. Il a fallu qu'on utilise des Africains pour leur faire croire qu'avec les Blancs, c'est toujours mieux. C'est d'ailleurs le sens du progrès à l'époque, le Parti progressiste. On est mieux avec les Blancs. Une des conséquences de cette crise, c'est que les puissances occidentales ont décidé d'assécher économiquement la Côte d'Ivoire pour ramener le peuple à la révolte. Qu'en pensez-vous? Mais je dirais que c'est logique. Pourquoi? Voici un pays qui a fonctionné selon les règles que je viens de vous indiquer et qui, en 1993, connaît la rupture. D'ailleurs, il y a un événement que je n'ai pas signalé, que je voudrais signaler, 1988. Félix Houphouët, qui a été un serviteur de la France, se rend compte que vraiment, on ne lui a pas rendu totalement la monnaie. Félix Houphouët se fâche face aux spéculateurs en matière de café-cacao et Félix Houphouët déclenche la guerre du cacao. En 1988, Félix Houphouët perd la guerre du cacao. Tous ceux qui l'ont servi se décident donc d'éliminer, de liquider Houphouët militairement, économiquement, politiquement. 1988. Et donc c'est à partir de là que s'abattent sur la Côte d'Ivoire les fameux programmes d'ajustement structurel, où on liquide tous les soldats, on liquide tout le patrimoine de Houphouët pratiquement, et on fait de la Côte d'Ivoire un État totalement vassalisé, de sorte que la communauté internationale a été dans de bonnes conditions pour imposer à Félix Houphouët le choix de M. Ouattara. Houphouët n'a pas choisi Ouattara. Ouattara lui a été imposé par la communauté internationale parce que la communauté internationale a décidé de liquider physiquement, politiquement, militairement et économiquement Félix Houphouët. Voilà. Et donc, quand... Camarades, cette vidéo, on pourrait la regarder jusqu'à matin. Parce qu'elle est riche d'informations. Mais ne vous inquiétez pas. Comme vous connaissez votre frère patriote, je l'ai partagé pour la peine de partager cette partie sur ma page. Donc celui qui veut regarder, vous allez aller sur ma tête, à la tête de ma page, je l'ai partagé aussi à mes amis pour qu'ils puissent voilà, faire passer ça. Pour que les jeunes puissent comprendre pourquoi je suis volontaire pour que Gbagbo termine le job. C'est une vidéo et c'est une séquence. Quand vous faisiez le direct, allez sur ma page. Shogun, allez sur ma page, vous allez écouter l'intégralité. Demain, je vais mettre l'autre moitié. Après demain, il faut que les gens commencent à comprendre d'où on vient. Frère, aujourd'hui, je vois PDCI, PPACI, MGC, COGEB, GPS. On n'est pas à ce stade. Mais, comme lorsqu'il y a tontine, chacun apporte ce qu'il a. Quand nous étions au village, nos pieds plats, si vous voulez préparer, chacun envoie riz, piment, sel. Donc les partis politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la tontine des forces que chacun a. Mais l'idéal de ce combat-là, c'est de reprendre notre travail. Si vous voyez un homme politique qui ne ressemble pas à quelqu'un qui savent prendre la Côte d'Ivoire, donnez-lui dos.
Si vous voyez un homme politique, qu'il soit PPACI, qu'il soit PDCI, qu'il soit MGC, qu'il soit COGEP, qu'il soit GPS, qu'il soit MFA ou je ne sais quoi, quand vous voyez en lui que son combat c'est pour gouverner et non donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, que son combat c'est pour paraître, que de finir cette saignée-là, tournez-lui dos. Et c'est pour ça que j'ai regardé tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, eux tous. Et puis, mon cœur a commencé à battre pour le président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo, Laurent, c'est quelqu'un qui n'est pas avide d'argent, c'est quelqu'un qui n'est pas matérialiste. Un homme qui n'est pas matérialiste, c'est un homme qui est vrai. Et moi, ceux qui me connaissent savent, je ne suis pas matérialiste. Donc, l'aura, l'esprit, et tout ce qui entoure le président, et son charisme, et sa ligne politique, a tout ce qu'il faut pour sortir la Côte d'Ivoire de cette crise. Tout à l'heure, le doyen, professeur Niamien Messou vous a parlé du président Houphouët-Boigny. Mais quand nous tous on a crié Houphouët-Boigny, mais il est arrivé des moments où Houphouët aussi a eu les mêmes problèmes que le président Laurent Gbagbo. Il a été combattu. Et je vais vous montrer une vidéo. Regardez. Regardez ça, pour ceux qui ne savent pas. Au début des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, un mouvement proche des communistes. L'un de ses principaux animateurs, le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, veut abolir la domination coloniale. Une revendication inacceptable en ces temps de guerre froide. Paris décide de briser ses rebelles, un peu trop proche de Moscou à son goût. En Côte d'Ivoire, l'armée riposte brutalement. Le 27 janvier 1950, Félix Houphouët-Boigny échappe de peu à l'incarcération. Le lendemain, le sénateur Victor Biakaboda est retrouvé décapité en pleine brousse. Des milliers de sympathisants sont arrêtés. Des centaines de villages sont détruits. Une chape de silence s'abat sur ces agissements. Silence du côté des bourreaux, mais aussi du côté des victimes. Seul un film témoigne de ces exactions. Afrique 50, tourné clandestinement par un jeune cinéaste, René Vauthier, militant du Parti communiste. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en en tenant à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Afrique 50 est l'un des premiers films anticolonialistes français. Il sera interdit durant près de 40 ans. Son auteur sera arrêté, mais le film circule clandestinement et indigne les militants de gauche. En métropole, le Parti communiste français réclame la libération des prisonniers ivoiriens. Pour ne pas ouvrir un nouveau front en Afrique, le gouvernement affine sa stratégie. Un marché est proposé à Houphouët-Boigny. En échange de l'abandon des charges qui pèsent contre lui et son parti, Paris impose la rupture avec le Parti communiste. Pour éviter à son pays les foudres des autorités coloniales, Houphouët-Boigny accepte et rentre dans le rang.
Il deviendra même ministre quelque temps plus tard. Et la Côte d'Ivoire connaîtra une période de relations privilégiées avec la métropole. Pour inaugurer le nouveau port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, M. Fourcade, président de l'Assemblée de l'Union française, M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, s'était spécialement déplacé. Le port d'Abidjan va permettre en effet de donner à la Côte d'Ivoire un nouveau développement. La France est parvenue à ses fins en Afrique. Mais après Madagascar, puis la Côte d'Ivoire, c'est aux Antilles que les tensions se multiplient. Donc, frère, les vidéos comme ça, là, on peut parler jusqu'à matin. Vous avez vu? Nous, les enfants, qui n'ont pas connu Oufoué, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Oufoué? On a tout dit d'Oufoué. Ceux qui sont de la génération TikTok, ceux qui sont d'avant-hier, c'est la même chose que nous, on disait d'Oufoué, là, et ils disent de Gbagbo. Vous n'avez pas remarqué? C'est la même chose que nous, on disait d'Oufoué, là. Oufoué voleur. Oufoué a fait ça. Oufoué a fait quoi? C'est ce que les RDR, les petits bambins malpolis disent de Gbagbo. Ils ne connaissent pas. Vous avez compris que le président Oufoué Boigny, à cause de la Côte d'Ivoire, voulait un développement de la Côte d'Ivoire. C'est la période du communisme. Vous avez vu comment les Français ont tué Victor Biaka Boda. Aujourd'hui, on accuse Oufoué d'avoir même tué comment ça s'appelle Kragbe Yagbe. Qui c'est, Jacob? On vous a montré pas plus que Oufoué avait les mains liées. Ils l'ont maté. C'est devant vous que l'avion français est venu bombarder sur le prix Gbagbo devant tout le monde. Mais ceux qui sont nés hier, là, eux ils traitent Gbagbo comme nous on traitait Oufoué hier. Et ça s'appelle la France. La France a maté Oufoué. C'est pas Oufoué disait, et là tu me ressembles. Parce que quand il était jeune, la France l'a broyé, l'a maté. Il était tout seul. Il a dû créer le RDA pour être fort. Mais au sein du RDA, beaucoup n'ont pas compris qu'ils étaient tous les pistolets à la tempe. C'est qu'on disait du fouet hier, c'est ce que les enfants disent de Gbagbo, parce qu'ils ne le connaissent pas. Hélas, chaque Ivoirien a son époque, à sa vie. Donc, moi, je suis un volontaire de Gbagbo. Il faut qu'il fixe. Il faut qu'il termine le job. Pour mon enfant. Pour la Côte d'Ivoire, pour demain, pour mes parents. Donc, on va l'amener. Vous pensez que c'est normal que moi, je m'assieds et que Jacquesville soit un endroit de guerre où on dit école antiterroriste. Les gens sont là, on ne sait pas d'où ils sont venus. Danemark, Allemagne, Éthiopie, partout, ils sont là. Que le 80 Bima prenne tout l'espace en sous-sol, en souterrain, partout, et qu'aucun niveau ne sache ce qui se passe dedans. Et comme ça ne suffit pas, maintenant ils vont prendre Port-Boué, on va casser un bateau, casser tout ça, on va chasser l'un des Port-Boué pour qu'ils prennent, comme le monsieur a dit. Frère, cette lutte, ce n'est pas une lutte contre Ouattara. Hein? Ouattara, il n'est personne. Mais Ouattara, il n'est personne. C'est qui est Ouattara? Les blancs là, les petits blancs, ils décident. Ils disent on va se faire demander. On va se faire demander. C'est-à-dire, on va se mettre en masque et puis Ouattara va penser qu'on a vu de la sécurité. C'est ce que ça veut dire. Ouattara est un boy. Toute leur clique, c'est des boys. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Yamia Messou vous a dit Ouattara est la seule personne qu'on a au monde qui a représenté deux institutions de deux pays. Une institution dans deux pays différents. Une institution. BCAO, il a été vice-président en tant que Burkinabé. Ol Volta, il a été directeur en tant que. Pardon, il a été sous-directeur en tant vice-directeur, je ne sais pas comment on dit le thème là, en tant que volcanique, vous avez Burkinabé, et en tant que directeur, en tant que. Ouattara est le seul. Ouattara est la seule personne qui a. Non, écoutez. Donc, camarades, moi je vous exhorte, en tout cas, Shogun, nous allons nous affirmer bientôt. Nous allons sortir notre cœur de patriote. On n'a pas besoin d'être PPACI pour ça. Demain, je serai à la marche du PPACI. Demain là. Et j'ai vu tout le monde. On se trouve à la marche du PPACI. Le PPACI est une famille qui apporte sa tontine. On va l'aider. Quand demain, un autre parti va apporter sa tontine, on va l'aider. Tout ce qui est parti qui apporte sa tontine pour qu'on récupère notre pays, on va les aider.
Mais il n'est pas question aujourd'hui là de parler d'un président d'un parti pour venir gérer. Non, il est question de choisir un homme qui va terminer le job. Et la seule personne qui a toutes ses qualités spirituelles, métaphysiques, physiques, sociales, politiques et géopolitiques s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'y a pas l'homme. Thiam ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de ça. Thiam ne peut pas. Blé Goudé ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de ça. Maman Simon ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de ça. Boni Claverie ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de ça. Soro Guillaume ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de ça. Anaki Komena ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire de ça. Nyamien Kona ne peut pas sortir la Côte d'Ivoire. La seule personne qui est capable de sortir la Côte d'Ivoire de ça, de ce que vous avez entendu, où les Blancs disent, ils sont chez eux, ils vont prendre Paul Boué. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Et Ouattara n'est pas un adversaire à Gbagbo. Ouattara est un boy. Laurent Gbagbo, son adversité là, c'est contre la France-Afrique. Laurent Gbagbo, ses adversaires, c'est les Français, les Européens, les France-Africains, les Américains, les francs-maçons, les Rothschild. C'est ça. Ceux qui commandent la ceux qui ont pris la cause, et nous regardent en babouin. Et nous regardons jouer en pâte à modeler. C'est eux qui décident comment on doit nous former. Pourquoi? Donc, camarades, je fais cette vidéo pour vous dire que je suis un volontaire pour que Gbagbo termine le job. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'être PPACI. Je suis avec mon cœur d'Ivoirien, mon cœur de patriote. Je vais avec le cœur du père que je suis qui doit laisser l'État à mes enfants. Je vais avec le cœur de l'Africain que je suis qui doit couper avec l'esclavagisme et l'esclavagiste. Et je vous invite tous à la manif de demain. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple d'Afrique et de Côte d'Ivoire. Le problème n'est pas Alassane Ouattara. Le problème ne sont pas nos vassaux. Le problème, c'est de trouver un homme qui va couper ce cordon mal pourri. Et cet homme en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Il sera le seul homme politique, sans armes, à reprendre le pouvoir et à interrompre le comportement malsain, maléfique, paternaliste, néocolonialiste, l'oligarchie de la France-Afrique. Et c'est pour ça que je suis en âme, en chair, en conscience, en société, tout ouvert à ce qui va accompagner le président Gbagbo à sauver la Côte d'Ivoire. Comme il a dit, je vais fixer des boulons. Parce qu'aujourd'hui, là, tout c'est trop. Je suis camarade Tokosiboua Nikolo, Etiokwe, Eriokwe, Adia Botoli, et je vous invite. Alors, pour vous dire, ceux qui veulent la vidéo de Nyamé Messou, allez sur ma page, cette vidéo existe. Ne vous emmerdez pas, vous allez la trouver. Et après ça, je vais vous avoir d'autres vidéos, voilà. Et vous allez mieux comprendre. J'ai plein de vidéos comme ça que je mets sur ma page. Celui qui veut voir, visitez ma page, c'est Tokosiboua Nikolo 3, 2, 4, comme vous voulez. Et puis on est ensemble. Que les ensemble vous bénissent. Ciao, ciao. Bon. Demain on sera à la marche, ça va chauffer. Hein? Bon. Lilou, demain je dépose sa grand-mère. Hein? Demain c'est vendredi. Où ça? Et samedi. Je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligé. Je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligé. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart, ma forteresse, mon protecteur. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier, mon rempart, ma forteresse.